Au cours de l'histoire, le cinéma a été un terrain de jeu pour les rebelles créatifs. De nombreux films ont repoussé les limites à tel point que les autorités ont tenté de les faire taire. Certains films ont défié les normes sociales et la censure. Ils ont fait s'étonner les spectateurs et débattre les critiques. Ces œuvres étaient autrefois considérées comme dangereuses et tabous. Pourtant, avec le temps, leur contenu audacieux a contribué à façonner le cinéma moderne. Dans ce récit, nous explorons 30 films de différentes époques. Chaque film a brisé les règles, suscité des scandales et laissé une empreinte indélébile sur l'industrie cinématographique. La naissance d'une nation. 1915. Sorti en 1915, ce film est l'un des premiers exemples de narration ambitieuse au cinéma. Il a introduit des techniques innovantes comme des scènes de bataille panoramiques et des gros plans dramatiques. Cependant, sa narration est entachée par des représentations racistes et des stéréotypes nuisibles. Le film a glorifié un sombre passé et suscité la colère chez de nombreux spectateurs. Les manifestants ont dénoncé son impact négatif sur les relations raciales. Même si son style technique a influencé les réalisateurs futurs, ces messages racistes ont laissé un héritage de douleur. Le pouvoir controversé du film est encore débattu aujourd'hui. Les chercheurs nous exhortent à l'étudier en tant qu'artefact historique, en se souvenant à la fois de son art novateur et de son idéologie nuisible. Malgré le fait d'être un pionnier dans les techniques cinématographiques, son contenu haineux en fait un avertissement dans l'histoire du cinéma. Scarface, 1932. Scarface a éclaté à l'écran en 1932 avec des représentations brutes de violence et de criminalité. Le contenu graphique du film a choqué le public de son époque. Il racontait l'histoire d'un gangster impitoyable dont les actions brouillaient la ligne entre crime et célébrité. Les spectateurs n'étaient pas habitués à une telle brutalité non filtrée, et le film a rapidement suscité un tollé public. Certains critiques l'ont accusé de corrompre la jeunesse, tandis que d'autres y voyaient un miroir de l'esprit turbulent de l'époque. Le tollé a conduit à des directives plus strictes à Hollywood. Au fil des années, Scarface a été réévalué comme un commentaire audacieux sur la montée du crime organisé. Son influence se voit dans les films de gangsters ultérieurs qui ont osé montrer le côté sombre de la société. Aujourd'hui, cela reste un rappel que l'art peut à la fois déranger et inspirer. Freaks, 1932. En 1932, le réalisateur Todd Browning a présenté un film qui était différent de tout ce que le public avait vu auparavant. Freaks mettait en scène de vrais artistes de carnaval avec des différences physiques. Le film utilisait des acteurs non traditionnels pour raconter une histoire troublante, sur fond de spectacle itinérant. Sa représentation des soi-disant monstres était à la fois empathique et dérangeante. Beaucoup ont trouvé le film exploitant et offensant. Quelques spectateurs ont même affirmé que le film avait eu des conséquences personnelles, et un participant aurait subi une perte tragique après l'avoir regardé. Malgré les critiques, Freaks a lentement acquis un statut culte. Les critiques le considèrent désormais comme une œuvre mal comprise qui remet en question les définitions de la normalité par la société. Son honnêteté choquante continue de susciter des débats sur l'exploitation et la représentation à l'écran. Le dictateur. 1940. Le dictateur de Charlie Chaplin est sorti à une époque où le monde tremblait sous l'essor des régimes totalitaires. En 1940, Chaplin a osé se moquer des dictateurs et des idéologies fascistes, avec un humour mordant. Le film mélangeait satire et message sincère, alors que Chaplin incarnait deux rôles. Un tyran impitoyable et un humble homme du peuple. Sa critique ludique mais acerbe des dictateurs a choqué le public. Beaucoup pensaient que c'était trop audacieux, étant donné le climat politique tendu. Néanmoins, son mélange de comédie et de pathos a touché une corde sensible chez les gens du monde entier. Le dictateur a ouvert une fenêtre pour la satire politique au cinéma. Même aujourd'hui, son appel à l'humanité et à la compréhension résonne avec les spectateurs, nous rappelant l'importance de défier le pouvoir oppressif. Citizen Kane. 1941. Citizen Kane est arrivé sur la scène en 1941, un film qui a osé critiquer le pouvoir des médias. L'histoire se concentre sur un magnate de la presse charismatique dont l'ascension est dépeinte avec une ironie mordante. Bien que le récit du film puisse sembler banal selon les normes modernes, à l'époque, il était perçu comme une attaque à peine voilée contre les magnates des médias de la vie réelle. Un puissant propriétaire de journaux aurait utilisé son influence pour faire taire le film. Les publicités et les critiques ont été interdites dans certaines régions, et les cinémas ont été poussés à éviter de le diffuser.
Malgré ces défis, Citizen Kane a réussi à susciter un débat sur le contrôle des médias et la corruption. Il reste un exemple précoce de la manière dont les films peuvent révéler des vérités dérangeantes sur les structures de pouvoir de la société. Structure. L'Outlaw. 1943. En 1943, Howard Hughes a entrepris de défier les normes strictes d'Hollywood avec L'Outlaw. Ce film a mis Jane Russell sous les projecteurs. La promotion provocante de Hughes a mis en avant la silhouette généreuse de Russell, considérée comme scandaleuse pour l'époque. Les critiques étaient outrés, affirmant que le film défiait les attentes morales. La controverse a contraint les autorités à retarder la sortie large du film. Cependant, ce retard n'a fait qu'accroître la curiosité du public. Lorsque The Outlaw est enfin sorti en salle, le public s'est précipité pour voir ce qui avait causé tout ce tapage. Bien que les critiques aient été partagées, le marketing audacieux du film et son contenu audacieux lui ont assuré une place dans l'histoire du cinéma. Il est devenu un jalon dans la lutte contre la censure trop stricte. Song of the South. 1946, le film de Disney, Song of the South, est sorti en 1946 et reste l'un des travaux les plus débattus du studio. Le film mélange prises de vue réelles et animation pour raconter des contes folkloriques situés durant l'ère de la Reconstruction. Cependant, sa représentation de l'Ancien Sud est fortement idéalisée. Les critiques ont soutenu que le film passait sous silence les dures réalités de l'esclavage et de l'injustice raciale. Le personnage joyeux d'Oncle Rémus, par exemple, était vu par beaucoup comme un symbole d'un passé douloureux. Les protestations et le contre-coup des groupes de défense des droits civiques ont rendu difficile pour le film d'obtenir une acceptation durable. Bien qu'il présente des chansons entraînantes et des techniques narratives innovantes, le contenu problématique de Song of the South continue de susciter des discussions sur le racisme dans les médias américains. Aujourd'hui, il reste un rappel que même les classiques appréciés peuvent cacher un héritage troublé. La Lune est bleue. 1953. Réalisé par Otto Preminger, La Lune est bleue est arrivé en 1953 avec une nouvelle approche de la comédie. Le film a été l'un des premiers à mentionner ouvertement des sujets liés à l'amour, au sexe et au désir. Il utilisait un langage direct que beaucoup trouvaient choquant. Des mots simples comme « vierge » et « maîtresse » étaient considérés comme scandaleux. L'histoire suit un jeune célibataire essayant de courtiser une femme pleine d'esprit qui a ses propres plans. Avec son ton léger et ses dialogues enjoués, le film a repoussé les limites tout en restant divertissant. Malgré les protestations de groupes conservateurs, The Moon is Blue a réussi à captiver le public. Son succès a ouvert la voie à des films ultérieurs pour explorer des thèmes matures de manière douce mais provocante. Aujourd'hui, il est reconnu comme une percée dans le défi des limites auto-imposées par Hollywood. L'homme au bras d'or. 1955. En 1955, Otto Preminger a ouvert de nouvelles voies avec L'homme au bras d'or. Ce film a été le premier grand œuvre hollywoodien à représenter la dure réalité de la dépendance à l'héroïne. Frank Sinatra a joué le rôle d'un homme piégé par son addiction. La représentation brute de l'abus de drogue dans le film a choqué le public et a suscité un examen minutieux. Même lorsque les censeurs tentaient d'effacer les références à la drogue, Preminger est resté ferme. La volonté du film d'aborder un sujet difficile de front a forcé l'industrie à affronter les réalités de la dépendance. Malgré la résistance, L'homme au bras d'or est devenu un succès critique et commercial. Il a ouvert la voie à de futurs films pour raconter des histoires difficiles sans être étouffés par des règles de censure dépassées. Bonnie et Clyde. 1967. Bonnie et Clyde ont fait irruption sur les écrans en 1967 et ont changé le visage des films policiers américains. Ce film racontait l'histoire de deux braqueurs de banque notoires qui vivaient une vie à la limite. Avec une violence graphique et un amour passionné, il a stupéfié les spectateurs. Les escapades du couple étaient dépeintes avec un réalisme sans faille. Les critiques étaient partagées. Certains admiraient l'énergie brute du film, tandis que d'autres dénonçaient sa représentation brutale du crime. Le montage stylistique du film et son récit novateur en ont fait un jalon de la nouvelle ère d'Hollywood. Bonnie et Clyde ont ouvert la porte à des films qui n'hésitaient pas à explorer le côté sombre de la nature humaine. Son héritage perdure dans d'innombrables drames criminels modernes, qui continuent de s'inspirer de son approche audacieuse. Midnight Cowboy. 1969. Midnight Cowboy a été présenté en 1969 avec une histoire se déroulant dans le décor brut de New York. Le film suit Joe Buck, un Texan naïf, et son improbable ami, un arnaqueur malade nommé Ratso Rizzo. Son regard sans phare sur la vie en marge a brisé de nombreux tabous. La représentation des relations homosexuelles et des difficultés de la vie urbaine a d'abord valu au film une classification X. Pourtant,
La représentation honnête de la vulnérabilité et de la survie dans le film a touché le public. Il est devenu le premier film classé X à remporter l'Oscar du meilleur film. Le récit non filtré de Midnight Cowboy et ses personnages poignants, les personnages ont ouvert de nouvelles voies pour la narration. Il reste une œuvre incontournable qui a capturé l'énergie brute et la douleur d'une Amérique en mutation. La Horde sauvage, 1969. Réalisé par Sam Peckinpah. La Horde sauvage a redéfini le genre western en 1969. Ce film suit un groupe de hors-la-loi vieillissants planifiant un dernier braquage. Contrairement aux cow-boys héroïques d'autrefois, ces personnages étaient imparfaits et désespérés. Peckinpah a utilisé des séquences au ralenti et des coupures rapides pour transmettre la nature brutale de leur monde. La violence dans le film était décrite avec une intensité brute que de nombreux spectateurs trouvaient écrasante. Les critiques et les censeurs débattaient de savoir si le film glorifiait ou condamnait son sujet. Malgré la controverse, The Wild Bunch est devenu une référence pour la représentation réaliste de la violence dans les westerns. Son style innovant continue d'inspirer les réalisateurs qui cherchent à capturer le coût de la survie dans un monde en rapide changement. Dirty Harry, 1971. Dirty Harry est sorti en 1971 et est vite devenu un pilier du genre action. Clint Eastwood jouait Harry Callahan, un flic de San Francisco avec un style dur et qui ne respecte pas les règles. Le film est surtout connu pour sa réplique emblématique et son réalisme brut. À sa sortie, de nombreux critiques ont dénoncé le contenu violent du film et son dépassement perçu des limites morales. Certains ont même qualifié le film de fasciste et dangereux. Pourtant, le public a été attiré par son héros non conventionnel et son attitude intransigeante. Au fil du temps, Dirty Harry en est venu à symboliser un nouveau type de film policier, qui n'hésite pas à affronter les dures réalités. Son héritage se retrouve dans d'innombrables films d'action qui osent mêler justice et brutalité. Orange Mécanique, 1971. Orange Mécanique de Stanley Kubrick est sorti en 1971 et a immédiatement divisé le public. Le film se concentre sur Alex DeLarge, un jeune homme qui se délecte de violence et de chaos. Ses actions troublantes, y compris des crimes brutaux, choquent les spectateurs dès le début. Lorsque Alex est finalement soumis à un traitement expérimental destiné à freiner ses pulsions violentes, le film soulève des questions sur le libre arbitre et la nature humaine. Les critiques étaient divisées. Certains y voyaient un commentaire social audacieux, tandis que d'autres le condamnaient comme immoral. Les scènes graphiques et les thèmes controversés ont conduit à des interdictions dans plusieurs pays. Malgré, ou peut-être à cause du tollé, Orange Mécanique est devenu un film culte. Son message dérangeant mais stimulant continue de susciter des discussions parmi les cinéphiles et les universitaires. Les Diables, 1971. Les Diables de Ken Russell est un film qui repousse les limites à tous les niveaux. Sorti en 1971, il raconte l'histoire fictive d'un prêtre français accusé de sorcellerie. Le film est rempli d'images choquantes, de violences brutales, de scènes religieuses surréalistes et de moments d'automutilation. Beaucoup ont trouvé que le contenu graphique du film était trop extrême. Les censeurs du monde entier ont coupé le film pour en retirer ces scènes les plus controversées. En Finlande, le film a été interdit pendant des décennies. Malgré les coupures importantes, The Devils a reçu des éloges critiques pour ses visuels audacieux et son style narratif audacieux. Le travail de Russell ici pousse les spectateurs à affronter les aspects sombres du fanatisme religieux et de la cruauté humaine. Il reste un exemple frappant de la façon dont l'art peut choquer et provoquer une réflexion profonde. Les Chiens de paille, 1971. Les Chiens de paille, réalisé par Sam Peckinpah en 1971, raconte l'histoire troublante d'un mathématicien tranquille et de sa femme qui s'installe dans un village anglais apparemment paisible. Leur espoir d'une vie calme est brisé par une hostilité locale croissante. L'une des scènes les plus célèbres du film, une agression prolongée et ambiguë, a profondément troublé le public. Les critiques ont débattu pour savoir si le film était une critique de la violence ou une dangereuse glorification de la brutalité. Peckinpah soutenait que le film était destiné à explorer les limites de l'endurance humaine et l'éruption de l'agressivité refoulée. Malgré ou à cause de la controverse, Straw Dogs est devenu un sujet de discussion important parmi les cinéastes et les critiques. Sa représentation brutale de la rage refoulée continue de susciter le débat et reste influente dans l'étude du cinéma violent. La dernière maison sur la gauche, 1972. Le premier long-métrage de Wes Craven, La dernière maison sur la gauche, a été présenté en 1972 et a immédiatement choqué les spectateurs.
L'intrigue du film suit un groupe d'adolescents qui deviennent les victimes d'une attaque brutale et la vengeance subséquente de leur famille. Sa violence graphique et ses thèmes troublants ont laissé de nombreux spectateurs bouleversés et indignés. Le film a été interdit dans plusieurs pays et fortement édité dans d'autres. Les critiques étaient partagées. Certains y voyaient une condamnation de la violence dans les médias, tandis que d'autres l'interprétaient comme une démonstration gratuite de brutalité. Malgré sa nature controversée, la dernière maison sur la gauche a réussi à se faire une place dans l'histoire du film d'horreur. Il est depuis devenu un point de référence pour les discussions sur les limites de la violence à l'écran et l'impact des récits de vengeance. Pink Flamingo, 1972. Pink Flamingo de John Waters est une comédie sauvage et transgressive de 1972. Le film prend plaisir à choquer son public. Ces scènes volontairement scandaleuses, remplies d'un humour grossier et d'images bizarres, ont été conçues pour provoquer. Waters est inclus parmi un groupe de marginaux excentriques qui s'amusent à briser tous les tabous sociaux. Le film pousse les spectateurs à remettre en question ce qui est acceptable dans l'art et l'humour. Son mélange d'absurde et de contenu provocateur en a fait un aimant à controverse. Bien que certains critiques l'aient rejeté comme étant de mauvais goût, beaucoup de fans ont célébré son audace et son charme excentrique. Pink Flamingos est depuis devenu un film culte, emblématique d'une contre-culture qui refuse de suivre les règles du mainstream. Son héritage perdure comme un exemple audacieux d'art qui prospère en étant différent. I Spit on Your Grave, 1978. Je crache sur ta tombe, sorti en 1978, est l'un des exemples les plus infâmes du cinéma de vengeance extrême. Le film raconte l'histoire brutale d'une jeune écrivaine qui est violemment attaquée et laissée pour morte. Refusant d'être une victime, elle s'engage sur un chemin de vengeance implacable. Les scènes graphiques de violence et d'agression sexuelle du film étaient profondément troublantes. De nombreux pays l'ont interdit, et il est devenu le sujet de débats intenses parmi les critiques. Certains ont soutenu que la représentation brute de la rétribution dans le film était valorisante, tandis que d'autres l'ont condamné comme étant une exploitation. Malgré les critiques, I Spit on Your Grave a acquis un statut culte et a engendré des remakes. Son héritage durable réside dans sa représentation sans compromis du combat d'une survivante contre l'injustice, peu importe la dureté du parcours. Life of Brian, 1979. La vie de Brian des Monty Python a fait ses débuts en 1979 comme une satire sur la ferveur religieuse. Le film suit les mésaventures de Brian, un homme né le même jour que Jésus, qui est pris par erreur pour le Messie, avec un ton léger et irrévérencieux. Le film se moque des religions organisées et du fanatisme. Son humour, bien que ludique, a suscité l'indignation de nombreux groupes religieux. Certains l'ont considéré comme blasphématoire et irrespectueux. Les manifestations et interdictions qui en ont résulté n'ont fait qu'ajouter à la notoriété du film. Au fil du temps, Life of Brian est devenu célébré pour sa satire intelligente et son commentaire social perspicace. Il nous rappelle que l'humour peut être un outil puissant pour critiquer les normes établies. La capacité du film à provoquer le rire et la réflexion à parts égales a consolidé sa place dans l'histoire du cinéma. Cannibal Holocaust, 1980. Cannibal Holocaust est un film de 1980 qui a repoussé les limites de l'horreur et de l'exploitation. Réalisé par Ruggero Deodato, le film était présenté comme une vidéo trouvée d'une équipe de documentaires condamnée dans la forêt amazonienne. Ses représentations graphiques de violence, de cruauté envers les animaux et de comportements humains troublants ont choqué même les fans d'horreur les plus endurcis. Le réalisme du film était si intense que Deodato a eu des démêlés judiciaires, accusé d'avoir réalisé un snuff movie. Bien qu'il ait finalement prouvé que les effets étaient simulés, la controverse a persisté. De nombreux pays ont interdit le film en raison de son contenu inhumain. Cannibal Holocaust a forcé le public à affronter le côté sombre de la nature humaine et de l'exploitation. Aujourd'hui, il est à la fois vilipendé et étudié comme un exemple extrême de la manière dont le cinéma peut repousser les limites de la sensibilité des spectateurs. Maniac, 1980. Maniac, sorti en 1980, est un film de slasher qui n'a pas lésiné sur la violence. L'intrigue suit un homme perturbé qui se lance dans une série de meurtres à New York. Le film est célèbre pour ses scènes graphiques, y compris des moments de brutalité extrême et des images troublantes. De nombreux censeurs ont trouvé Maniac trop intense à montrer, et le film a été interdit dans plusieurs pays pendant des années. Au Royaume-Uni, le British Board of Film Classification a refusé de lui attribuer une classification pendant plus de 2 décennies. Même lorsqu'il a finalement été diffusé, certaines scènes ont dû être coupées.
Malgré son accueil difficile, Maniac a acquis un statut culte parmi les fans d'horreur. Sa représentation sans concession de la folie et du meurtre continue d'influencer le genre slasher, nous rappelant que le contenu extrême laisse souvent une impression durable. Evil Dead, 1981. Bien qu'il ne soit pas aussi notoire que certains autres films de cette liste, Evil Dead, sorti en 1981, mérite une mention honorable pour son impact durable sur l'horreur. Réalisé par Sam Raimi, il suit un groupe d'amis d'université qui libèrent involontairement une force démoniaque dans un chalet isolé. L'utilisation d'effets pratiques, de coupes rapides et de terreur incessante du film a créé un nouveau modèle pour les films d'horreur. Sa violence graphique et ses visuels troublants ont conduit à des interdictions dans plusieurs pays, y compris la Finlande et l'Ukraine. Malgré la controverse, The Evil Dead a développé un groupe de fans fidèles et est devenu une pierre angulaire d'une franchise à long terme. Il a prouvé que les films à petit budget pouvaient ouvrir de nouvelles voies et laisser une empreinte permanente sur le genre. Le mélange de frayeur et d'humour noir du film continue d'influencer les cinéastes du monde entier. Henry. Portrait d'un tueur en série, 1986. Henry. Portrait d'un tueur en série est sorti en 1986 comme une représentation saisissante de la vie d'un tueur en série. Le film adopte un style semblable à celui d'un documentaire, pour explorer l'esprit d'un homme perturbé avec un réalisme glaçant. Son regard sans concession sur la brutalité et la déchéance psychologique a mis les spectateurs mal à l'aise. De nombreux critiques et censeurs ont estimé que le film allait trop loin dans sa représentation de la violence. Malgré la réaction négative, Henry est devenu un film culte pour son récit brut et sans fioriture. Il pousse les spectateurs à confronter la nature du mal sans recourir au sensationnalisme. L'impact du film se retrouve dans des œuvres ultérieures qui explorent l'esprit des criminels. Il reste une exploration provocante et troublante des coins les plus sombres de l'humanité. La dernière tentation du Christ, 1988. La dernière tentation du Christ de Martin Scorsese a été présentée en première en 1988 et a suscité une controverse immédiate. Basé sur le roman de Nikos Kazantzakis, le film imagine un côté humain de Jésus-Christ. Il décrit ses luttes internes, ses doutes et ses tentations, alors qu'il se débat avec sa mission divine. De nombreux spectateurs dévots et groupes religieux ont trouvé cette représentation profondément offensante et blasphématoire. Des manifestations ont éclaté dans plusieurs pays, et le film a été interdit dans des endroits comme Singapour et les Philippines. Malgré le tollé, Scorsese est resté fidèle à sa vision. Les critiques ont salué le récit complexe du film et la performance puissante de son acteur principal. Au fil du temps, La dernière tentation du Christ a été reconnue comme une œuvre audacieuse qui remet en question les récits religieux conventionnels. Cela reste un exemple convaincant d'art remettant en question des idées sacrées. Natural Born Killers, 1994. Natural Born Killers d'Oliver Stone est sorti en salle en 1994, avec une explosion d'énergie chaotique. Ce film suit un couple d'amoureux dans une course violente, dépeinte avec un style visuel frénétique. Sa représentation du rôle des médias de masse dans la glorification de la violence a provoqué des débats animés. Beaucoup ont vu le film comme une influence dangereuse sur la jeunesse, tandis que d'autres l'ont défendu comme une critique acerbe de l'obsession de la société pour le crime. Le montage rapide du film, ses couleurs saturées et ses images troublantes le rendaient difficile à ignorer. Malgré, ou peut-être à cause de, sa nature controversée, Natural Born Killers a suscité des discussions sur la responsabilité des médias et le pouvoir de la narration. Aujourd'hui, il est considéré comme une œuvre provocante qui expose le côté sombre de la nature humaine et de la culture moderne. Kids, 1995. Sorti en 1995, Kids offrait un aperçu brut et non filtré de la culture des jeunes urbains. Le film dépeint des adolescents vivant à la limite de manière crue et sans compromis. Sa représentation d'un comportement imprudent, de l'usage de drogue et de la sexualité désinvolte a suscité une indignation immédiate. De nombreux critiques ont soutenu que le film Kids glamourisait des modes de vie risqués, tandis que d'autres y voyaient un portrait honnête d'une génération confrontée à la négligence sociétale. Le travail de caméra à main levée et la narration de style documentaire du film lui donnaient une sensation d'immédiateté et de réalisme. Malgré la controverse et les interdictions dans certaines régions, Kids a résonné avec le public pour sa vérité sans fard. Son impact est évident dans les films ultérieurs, qui osent de confronter les réalités de la jeunesse dans l'Amérique urbaine. Kid reste un rappel saisissant du pouvoir du cinéma à refléter et parfois contester les problèmes sociaux de son époque. Salo, ou Les 120 journées de Sodome, 1975.
Salo ou les 120 journées de Sodome de Pierre. Paolo Pasolini est un film qui teste les limites de la brutalité à l'écran. Sorti en 1975, il adapte un livre notoire en une narration, située pendant un sombre chapitre de l'histoire. Le film dépeint graphiquement la cruauté et le sadisme humain. Son contenu inclut des scènes de violence extrême, de dégradation et d'abus sexuels que peu de films ont osé montrer. Sans surprise, de nombreux pays l'ont interdit complètement. Salo oblige le spectateur à affronter les profondeurs de la dépravation humaine. Bien que son récit et ses images soient extrêmement troublants, le film sert également de puissants commentaires sur l'autoritarisme et l'abus de pouvoir. Il demeure l'une des œuvres les plus polarisantes du cinéma, à la fois condamné et vénéré pour son honnêteté sans faille. Ces 30 films représentent un spectre de rébellion cinématographique. Ils défient les normes sociales, exposent des vérités cachées et brisent les chaînes de la censure dépassée. Dès les débuts des épopées muettes jusqu'aux films chocs du XXIe siècle, chaque film de cette liste possède sa propre histoire de controverse et d'influence. Leurs récits sont remplis de choix audacieux, d'images choquantes et d'une défiance inébranlable. Ils nous rappellent que l'art n'est pas censé être confiné par des règles conventionnelles. Au contraire, ces films montrent que parfois, repousser les limites est nécessaire pour l'évolution créative. Qu'ils aient été salués comme des chefs-d'œuvre ou décriés comme des catastrophes morales, chaque film a laissé une empreinte durable sur le public et l'industrie cinématographique. Leur héritage est celui du courage, de la controverse et de la lutte constante pour la liberté artistique. Dans ce voyage à travers le côté sauvage du cinéma, nous voyons que les règles sont faites pour être brisées. Ces films nous ont appris que défier le statu quo peut ouvrir de nouvelles voies pour la narration. Ils ont provoqué des conversations sur l'art, la moralité et la société. Leur influence est encore visible dans les films qui suivent. Aujourd'hui, les cinéastes continuent de repousser les limites, inspirés par ces premiers rebelles. Ils prouvent que controverse et créativité vont souvent de pair. En réfléchissant à ces histoires, considérez le pouvoir des films à changer les perceptions. L'art du cinéma ne se limite pas au divertissement. C'est une question de remise en question, de provocation, et parfois même de guérison. Les films interdits du passé ont ouvert la voie à un avenir où les idées audacieuses sont célébrées. Ils témoignent de l'idée que le véritable art ne devrait jamais être censuré, mais seulement compris dans son contexte brut et complet.